Alors on peut penser ce qu'on veut des appels à projets, des difficultés que ça peut rencontrer ou en tout cas des problèmes que ça peut soulever, mais là en termes de fédération d'acteurs autour d'une même thématique, ça a été vraiment très opérationnel. Et là on a pris notre vitesse de croisière et c'est là où en fait les choses se sont concrétisées en fait. Ouais, ça a vraiment basculé à ce moment-là. Dans la première partie de ce double épisode de Novagogie autour du vocabulaire de l'ingénierie pédagogique, Cécile Goy et Baptiste Doucet nous avaient parlé du démarrage et des motivations autour de ce projet. Maintenant, ce court extrait nous l'indique, nous allons nous intéresser à la mise en place technique, scientifique, théorique et administrative de cet ouvrage. Je suis Aristide Boucaré et je vous souhaite la bienvenue dans Novagogie, le podcast des innovations pédagogiques de CY Alliance. Bonne écoute. Très concrètement, on a mobilisé, donc on a animé un groupe de travail avec des ingénieurs pédagogiques, on a annoncé ça dans toutes les instances de ce projet, et on s'est dit, on a mis une date butoir pour un lancement potentiel de ce projet. Et donc on a mobilisé, on a fait une espèce de webinaire, on était une centaine, pour parler de tout ça, et des modalités, comment si vous vouliez participer, comment ça pourrait être possible. Comment on fait pour coordonner une centaine de personnes ? Alors, ça prend du temps. Baptiste va pouvoir parler. Oui, je pense que ça lui a pris beaucoup de temps. Et j'avais une question sur le temps et aussi sur réussir à trouver, à accorder une place aussi pour chacune de ces personnes qui s'intègrent. En fait, pour revenir à la liste, on a dressé cette première liste. Après, avec le collectif, on a amendé cette liste pour dire « Ah, nous, on verrait bien telle notion. » Après, telle autre « Ah non, ça par contre, non, c'est hors champ, etc. etc. » D'ailleurs, il n'y a pas IA là-dedans. Si on le refaisait maintenant, il pourrait y avoir IA. Ou podcast, d'ailleurs, aussi. On a loupé le podcast. Et ensuite, quand on a monté cette liste, et on cherchait un moyen de permettre à chacun de pouvoir se positionner selon sa propre volonté. Et ça a été vraiment un casse-tête technique. On s'est dit, mais comment on va permettre à une centaine de personnes potentiellement de dire, moi je veux ça, et pas les autres. Et donc on a mis quelque chose qui nous paraissait le plus juste, c'était premier arrivé, premier servi. On ouvre un tableur Excel, finalement c'était ça. Pourtant on a trouvé tous les trucs, mais finalement ça a fini sur un Excel. On ouvre un Excel online avec les listes, et le premier arrivé met son nom en face de la notion. Et ça ouvre à 17h00, tel jour, à tel créneau, tel fuseau horaire. Et ça a été exceptionnel parce que, véridique, en 10 minutes, le tableau était quasi plein. C'était plein. Ouais. On a eu quelques petits moments où on était plusieurs à avoir très 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 envie de travailler sur une notion, un concept. Ouais. Dans certains cas, l'un ou l'autre a renoncé ou s'est effacé. Et dans d'autres cas, on s'est dit, on s'y met à deux. Voilà. Et ça a permis aussi à certains moments de se dire, allons-y, et puis pourquoi pas... un conseiller pédagogique ou un ingénieur pédagogique avec un chercheur spécialiste de la notion, c'était intéressant. Et c'était vraiment intéressant, finalement. Mais comme tu le disais, Baptiste, en fait, il y avait des sujets sur lesquels ça se battait un peu quand même. Hein, oui. Et c'est pour ça que ça a été très, très rapidement complet. Là, ça va m'amener une nouvelle question sur les délibérations. S'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur une thématique et qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas forcément, je dirais pas d'accord, ou elles n'ont pas les approches des mêmes écoles de pensée, comment est-ce qu'on tranche ? Parce qu'à un moment, il faut choisir. En fait, je vais répondre de mon point de vue, mais peut-être Baptiste, tu pourras amender ça. Ça faisait partie du travail en fait de collaborer et de réfléchir et voire d'avoir des controverses en fait. Et on a essayé de pas les gommer complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit à un tel dans les deux auteurs, un tel pense ça, l'autre pense ça. Mais on a essayé de rendre compte finalement de la complexité du terme en disant en fait oui, ce terme il est complexe, oui il est éventuellement controversé et rendons-en compte
parce que ça va permettre aussi à ceux qui vont lire ce vocabulaire de l'ingénierie pédagogique de se dire « Ah, finalement, quand j'utilise ce mot, c'est peut-être pas si simple. Je pensais que tout le monde pensait la même chose. » Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des écoles de pensée différentes qui peuvent s'affronter. Et on a essayé d'en rendre compte d'un point de vue assez intègre ou assez éthique pour dire voilà, ce terme-là, il est très utile dans tel et tel contexte, mais dans tel contexte, il est un peu dangereux. Il faut s'en méfier. Et il peut être aussi interprété différemment. Donc en fait, on a fait de ce dialogue qui pouvait être ce qu'on appellerait en sciences de l'éducation la bonne disputation, c'est-à-dire on se dispute parce que ça nous tient à cœur, on a des convictions et on l'appuie avec des arguments scientifiques, de se dire finalement ça paraissait simple pour tout le monde et finalement ça l'est pas tant que ça, donc on en rend compte. Et c'est arrivé souvent que donc on propose des coécritures, justement des personnes qui avaient deux visions un peu c'est jamais opposé, mais un peu divergentes. Et parfois même la création de nouvelles entrées. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Dire, en fait, non, au regard des divergences qu'on a, il manque une entrée pour dire ça. Et donc, on a rajouté des notices. Ça, c'est arrivé souvent. Et puis après, il y a eu aussi un certain nombre de notices que personne ne voulait. Et donc ça, c'est nous. À la fin, c'était nous qui écrivions. Ok. Alors, je trouve vraiment très intéressant, parce que moi, la disputation, c'est un truc qui n'est pas toujours compris quand j'essaye d'expliquer mon travail auprès de ma famille, de mes proches, et notamment quand on parle de pédagogie et de savoir, il y a toujours ce souci j'essaye de leur expliquer un concept et de leur dire, ce concept, il fonctionne dans cet endroit, dans ce moment de l'histoire et dans cet événement. J'arrive avec les profs avec qui je travaille à Isaïe Supmeca, c'est des profs en mécanique, et à chaque fois je leur donne l'exemple de, par exemple, si je vous dis que le feu ça brûle, vous allez tous me dire oui, mais si on va le dire à des profs d'Isaïe Supmeca, ils vont dire non, ça dépend quel feu, ça dépend c'est quoi le combustible, ça dépend c'est quoi, et du coup là je leur dis là vous voyez, là le contexte fait que ça c'est ce qui peut permettre. Tout à l'heure, tu avais parlé de vous écrivez pas de la fiction, mais de la théorie. Mais il y a quand même du style dans le texte, enfin dans ce que vous amenez sur votre vocabulaire. Est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé et pensé ? Oui, ça a été travaillé, ça a été pensé. D'abord parce que c'est quand même un ouvrage qui parle de l'enseignement supérieur, qui s'adresse à l'enseignement supérieur, qui s'adresse à des personnes qui ont en charge la formation ou l'enseignement à d'autres personnes, et qu'il fallait que ce soit de bonne qualité, une bonne qualité de langue, une bonne qualité aussi des outils linguistiques, c'est-à-dire de la syntaxe, de la grammaire, de l'orthographe. On a eu un comité éditorial plus à la fin, avec des relectures et des re-relectures où on a traqué... les coquilles, mais aussi tout ce qui est... Alors les coquilles, il peut éventuellement rester quelques-unes, mais qui sont de la typographie, qui sont peut-être une erreur orthographique qui peut rester. Par contre, une forme d'intransigeance aussi sur la syntaxe et la grammaire, pour être bien sûr que la langue ne soit pas jargonnante, mais qu'elle soit quand même exigeante et suffisamment de bonne qualité pour que ce soit confié à des étudiants, confié à des formateurs, confié à des gens aussi de l'enseignement supérieur. Donc on a eu vraiment un comité éditorial très resserré qu'on a remercié vraiment chaleureusement parce que le travail était vraiment très rébarbatif. On était évidemment Baptiste et moi dans ce comité éditorial. Alors, comme il y avait certains anciens instituteurs ou institutrices qui étaient très, comme moi, très attachés, mais pas seulement, on avait aussi des personnes qui venaient d'autres disciplines, attachées à la qualité de la langue et de la syntaxe. L'idée, c'était par contre d'éviter le jargon, et c'est la raison aussi pour laquelle on a décidé, alors là collectivement et sans discussion, d'avoir que chaque notice commence par une définition dite grand public, c'est-à-dire exigeante, rigoureuse, mais compréhensive par ceux qui allaient la lire, y compris s'ils n'avaient pas tout le background scientifique, notionnel, conceptuel. C'est-à-dire l'idée, c'était pas de faire une définition dans laquelle il y avait 3 autres mots, notions, concepts, pour lesquels il allait falloir regarder la définition. Très concrètement, sur ce comité, et vraiment c'était des longs moments, mais c'était assez exceptionnel. Moi j'en garde un souvenir vraiment génial, même si c'était très très dur finalement.
on a passé tout le texte à voix haute. Ah, d'accord. Tout. À un moment donné, on était 3 avec Marie, qu'on remercie 1000 fois, vraiment pour son engagement là-dedans. Et on a passé tout le texte à voix haute. Donc, l'un de nous 3 lisait. L'un ou l'une des autres reprenait la version sur ordi pour modifier. Et puis le 3e vérifiait la biblio. Et on tournait. Et on a passé tout l'ouvrage comme ça. Mais on a passé des dizaines et des dizaines d'heures, hein, vraiment. Oui. Ouais, des dizaines d'heures. Oui. Et par exemple, il y a des choses très techniques, on s'est dit, voilà, a priori, peut-être qu'on en a loupé, hein, mais il y a très peu de gérondifs ou de participes présents, parce que c'est une tournure qu'on n'aimait pas, qui était lourde, on a scindé les phrases le plus possible. Parfois, il y avait des collègues qui avaient fait des phrases à rallonge, avec 3 à 4 subordonnés, tout ça, on a coupé. On a coupé. Ouais. Et je pense que pour le coup, nos expériences respectives en français langue étrangère et seconde, où on se dit à la fois il faut être précis, il faut avoir une langue correcte, mais sans ajouter à l'illisibilité du propos. L'idée c'était, il faut que ce soit précis, que ce soit clair, que ce soit bien écrit, que ce soit compréhensible, il n'y ait pas d'erreur d'orthographe ou de syntaxe. Et voilà, c'était l'idée. On voulait être compris. On veut être compris. On ne veut pas en mettre plein la vue sur le plan du jargon, d'un vocabulaire ou d'un lexique extrêmement élaboré et finalement accessible à peu de personnes. Paradoxalement, le manque de notion de légitimité à écrire en fonction de son statut, indépendamment de ses qualités ou de ses compétences, a fait qu'effectivement, certains ont voulu dire ou montrer oui, je suis légitime, je suis capable d'utiliser des mots qui peuvent être jargonnants, je peux rentrer dans le lexique. Nous, on a voulu épurer autant que possible. Attention, utiliser les bons mots avec la précision, les concepts avec précision, mais épurer la langue. Quand on est chercheur et qu'on parle avec d'autres chercheurs spécialistes du même domaine, mais comme tu le disais Aristide tout à l'heure, par exemple, les mécaniciens, dans le terme de discipline de la mécanique, ils ont leurs lexiques, ils ont leur vocabulaire, ils utilisent leur jargon, et quand ils sont entre eux, ils se comprennent très bien, et s'ils ne l'utilisent pas, ils ne se comprennent pas. Mais là, ce n'était pas notre objectif. Là, ce n'était pas des chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation. C'était pas ça notre objectif. Donc, l'objectif n'était pas de se comprendre avec un lexique pour initier, mais d'utiliser les bons mots, de les expliquer pour que ceux qui voulaient le lire à leur propre bénéfice, de leur professionnalisation, du développement de leurs compétences, puissent comprendre et l'utiliser. C'était notre seul objectif. Et sur là, on va parler de l'aspect, entre guillemets, du rapport au temps. Sur le fait que, comme tu l'as dit, il y a peut-être des termes qui auraient été rajoutés si on l'avait sorti 2 ans après, et peut-être que vous auriez revu différemment et tout. Comment est-ce qu'on arrive à sortir quelque chose où on sait que ça va être un témoignage, un marqueur d'un moment M, parce que quand tu parlais non, c'est toi qui parlais de certaines personnes qui ont peut-être voulu en faire ou un peu trop, ou qui ont voulu peut-être raconter beaucoup trop de choses dans le sujet. C'est peut-être aussi parce que ça va être une sorte de marqueur. Si on va regarder 10 ans après, quand des gens vont lire « Ah, c'est ce que tu as dit, ça », il faut l'assumer en fait, ce qui est dit. Comment est-ce qu'on arrive à naviguer dans cet espace qui va être un moment, ça va être stop. À un moment, il y a l'éditeur qui va dire là, faut nous donner la dernière version. Comment est-ce qu'on travaille sur ça? Et justement, ça c'était une des premières discussions qu'on avait eues avec, à l'époque, c'était Samuel Le Turc, donc, qui était directeur des presses. Et une première question qu'il nous a posée, c'est et l'obsolescence? Oui. Est-ce qu'on fait une V2 dans 2 ans, quoi? Et donc non, on voulait absolument pas. D'autant plus que c'est puis on pourra revenir sur ce que ça implique le papier, quoi. Mais nous, on voulait cet objet papier. Et donc, on voulait ne pas avoir à le rééditer dans 2 ans parce que les notions ont bougé. Donc, il y a une première chose, c'est on s'est appliqué à choisir les notions qui sont déjà bien ancrées dans le paysage de l'INGPEDA. Et puis, il y avait une obligation, c'était que quand on s'appuie pour rédiger la notice, on s'appuie forcément sur au minimum la référence historique relative à la notion et la dernière.
justement pour limiter cette obsolescence, d'avoir des références qui soient vraiment récentes et d'actualité. C'est vrai que la question que tu poses, Aristide, on se l'est posée bien sûr avec notre éditeur, mais même entre nous. En fait, à chaque fois qu'on écrit quoi que ce soit, un livre, une thèse, un article, un mémoire, on met un point final à un moment. Bon, là, c'est public, donc évidemment, on est comptable de ce qu'on a écrit. On a fait attention de ne pas faire trop de références à des actualités brûlantes comme le Covid, voilà, pour qui ne soient pas en lien direct et qui, du coup, rendraient l'obsolescence encore plus rapide. L'idée, oui, on est comptable de ce qu'on a écrit, mais en fait, la pensée d'un chercheur ou d'une personne, elle évolue tout le temps, et elle évolue aussi grâce aux autres, grâce au contexte. Et on accepte, en tout cas en tant que chercheur, moi-même, j'accepte que ce que j'ai dit il y a 10 ans, c'était important, c'était une étape pour ma propre pensée, dans un contexte que j'ai partagé avec d'autres, y compris dans des discussions, dans des dialogues, voire dans des critiques ou des controverses. Mais cette pensée, à un moment, elle a été écrite. Elle m'a permis de continuer à penser, de poser ma pensée pour aller plus loin. Et en fait, cette obsolescence, elle fait partie du développement et de la progressivité de la pensée, de la connaissance, je dirais collective, commune, qu'on partage tous. Et pour chacun d'entre nous, sa propre progression, c'est-à-dire des termes qu'on utilisait il y a 5, 6 ans ou 10 ans, pour moi, je ne les utilise plus, par exemple, ou je ne les utilise plus dans le même contexte. Il y en a d'autres qui sont arrivés, on parlait d'IA ou d'autres choses, qui vont arriver, dont il va falloir qu'on se saisisse, sur lesquelles on va réfléchir. L'IA aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on va pouvoir écrire sur l'IA dans 20 ans. Et pour autant, ça aura été utile qu'au moment où ça devient vraiment prégnant, il y ait des gens qui aient dit quelque chose dessus. Voilà. On était en plein Covid. Il y a plein de réunions qu'on a dû annuler parce que l'un et l'autre ou quelqu'un de l'équipe avait le Covid, justement, à chaque fois. Ça nous est arrivé vraiment, mais au moins 4-5 fois, on a dû annuler des comités présentiels quand on recommençait. Et il y avait des marqueurs du Covid dans l'écrit très souvent. Très souvent. C'est-à-dire que depuis le Covid, on a fait ça. Depuis le Covid, ça c'est vraiment... plein de fois, on a dû supprimer ces... Justement pour pas qu'on sache que ça soit daté de 2021 et puis, ou 2020. Ouais. C'est vrai que l'essor notamment de l'enseignement à distance a été un vrai problème, une vraie réflexion pour nous, mais pour nous, pour beaucoup d'autres gens. C'est-à-dire mettre à distance des cours qui étaient destinés à être en présentiel et pas didactisés pour la distance. Tout le monde a pensé que ça y est, on savait ce que c'était que la formation ouverte à distance et on savait enseigner. Or, nous qui étions vraiment en première ligne avec nos étudiants, avec les enseignants concernés, on savait très bien qu'il y avait une grande différence entre je mets mon cours soi-disant présentiel en ligne ou je fais une espèce de conférence sur Teams ou sur Zoom et je didactise un cours pour que mes apprenants à distance puissent en faire quelque chose, un moment d'apprentissage. Donc c'est vrai que ça a été à la fois une aide, parce qu'il y a eu un grand développement des outils numériques du fait de l'obligation de la distance liée au Covid, mais en même temps, tout le monde a cru qu'on pouvait utiliser les mêmes mots, les notions, les concepts, et nous, ça nous a quand même aidé à dire attention, réfléchissez quand vous utilisez tel mot, non. Mettre un PowerPoint à disposition, c'est pas faire de la formation où les étudiants vont pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. On s'est vraiment engagé sur le long terme, et c'est pour ça qu'à la fin, quand il manquait une ou deux petites choses, par exemple, il n'y a pas d'index. Moi, c'est mon grand regret, il n'y a pas d'index. On l'a loupé, l'index. On l'a redit trop tard et franchement, on était épuisés. Vraiment épuisés, il fallait que ça sorte, il fallait couper le cordon. Avait été très patient et il y a un moment, il fallait mettre un point final, y compris avec les imperfections de l'ouvrage. Mais comme, tant pis, ça n'empêche pas de l'utiliser. Il n'est pas parfait. Mais ce n'était pas notre objectif qu'il soit parfait, c'était qu'il soit utile, utilisable, critiquable, mais en tout cas qu'il existe en fait. Ouais. Mais ça, alors je suis en train d'ouvrir encore un nouveau tiroir alors que je dis qu'il faut que ça finisse, je suis désolé. Mais sur la question de la perfection et de
de ce qui doit être mis et de comment ça doit être mis. Je sais que moi, par exemple, j'ai un rapport avec les IA, notamment. Moi, j'ai un rapport un peu, pas distant, mais je suis pas forcément satisfait de la manière dont c'est utilisé au global. Et notamment pour la question de définition ou pour la question de... parce que, en fait, j'ai pas forcément... je sais qu'on avait travaillé notamment avec un chercheur québécois qui s'appelle Jacques Tardif, et on avait cherché un terme qu'il avait défini, et on avait décidé, avec les équipes de CY, de rechercher avec, je crois que c'était ChatGPT, 6 termes avaient été dit. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce qui a été... En fait, on ne retrouvait plus où est-ce qu'on l'avait entendu parler, et ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il avait dit et ce qu'il avait... sa pensée. Et ça avait même ce truc de nous proposer des livres ou des ouvrages qu'il aurait écrits, mais qu'il n'a pas écrits. Et du coup, il y a ce côté... ça veut proposer forcément... ça va être, entre guillemets, dans la perfection, mais du coup, il faut forcément donner une réponse. Et forcément donner une réponse dans un cadre et dans un contexte précis, alors que des fois, on ne sait pas. Ou des fois, on n'a pas du tout de choses complètes à ce point. Et moi, je trouve que c'est important des fois de laisser un peu des imperfections, des petites... des imperfections, peut-être des dysfonctionnements, des petites choses. Parce que moi, ça montre qu'au moins, je sais qu'il y a eu de la réflexion derrière, il y a de la recherche, et c'est pas... Je pense qu'en dehors d'une intelligence artificielle, c'est pas le sujet, mais en fait, le doute fait partie de la réflexion dans sa progression personnelle, mais aussi en termes social, mondial ou pas, que ce soit avec ses plus proches ou de manière plus internationale. Et c'est normal, en fait. Et c'est important de pouvoir dire, à tel moment de ma réflexion, de la réflexion commune, je ne sais pas ce que j'en pense. Je ne sais pas si je dois défendre ou si je ne dois pas défendre. L'IA, par exemple, c'est un sujet qui a certainement des zones de compétences et des zones d'utilisation avec pas d'équivalent, et qu'il faut utiliser parce que ça a cette dimension-là, mais aussi ça recèle des dangers potentiels, ça recèle... dire est-ce que vous êtes pour ou contre l'IA ou autre chose. Il y a des moments, il faut savoir dire, écoutez, aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Je ne sais pas si je vais défendre ou pas défendre. L'idée de notre ouvrage, c'était plutôt de dire, attention, dans tel contexte, c'est utile, ça a sa zone de pertinence. Mais on a beaucoup réfléchi aux questions de zone de pertinence, de moments où c'est pertinent, de moments où c'est utile, de moments où c'est intéressant, et ne pas décontextualiser les notions, ni pour les auteurs, ni toute la partie socio-historique. Elle a cette vocation de montrer comment une notion se construit dans un contexte socio-historique d'articulation entre la société et la temporalité dans laquelle elle est développée. Et que si on n'a pas ça en tête, on perd une grande partie de la pertinence et de la rigueur du mot, de la notion qu'on utilise. Ouais, c'est super. C'est exactement ça, c'est tout l'ouvrage, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, vraiment. C'est trop important. Ce qui est convenu par les presses, justement, c'est la politique de cette maison d'édition, c'est qu'au bout de 5 ans, il soit libre sur Open Edition. Et donc, dans 3 ans, a priori, puisque là, ça fait 2 ans, dans 3 ans, il sera en libre en PDF. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les notices, elles appartiennent à leurs auteurs, avant qu'elles soient modifiées et intégrées, parce qu'elles ont toutes été retravaillées un petit peu. Toutes, on a coupé un petit truc, une phrase, un mot, une virgule. Donc, ça, c'est la partie qui appartient aux presse, mais la partie produite par les auteurs à l'origine, le contenu, il leur appartient, et donc les presses même nous encourageaient à le publier. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Certains auteurs l'ont fait aussi, et c'est en libre sur HAL, par exemple. Okay. La notice, PDF par PDF. Ouais. Okay.
Un nouveau sujet sur la paix open source du savoir et sur la fermeture et la non-accessibilité. On sait qu'on vit une période, notamment à l'international, où il y a certains termes, certains points, certaines choses où la science, en fait, où les sciences sont mises à mal. Vous, c'est quelque chose qui était important d'avoir une accessibilité au bout d'un certain moment de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a dans l'ouvrage. Alors, c'est important, et puis en plus, c'est en pleine cohérence avec la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire que nous, on est... alors, Baptiste est l'initiateur de l'idée, et il en est, je dirais, l'auteur principal. Nous, mais on est surtout les coordinateurs d'un travail collectif. Et c'est pas juste pour un discours démagogique. C'est que l'idée, c'est que ça circule, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est que ça circule, c'est que ça soit discuté, que ça soit utilisé, que ça soit critiqué, qu'on puisse venir le défendre, que d'autres puissent venir défendre ou nous dire vous avez parlé, vous avez dit ça, nous, dans notre pratique, on ne voit pas l'intérêt ou on ne le voit pas comme ça. La connaissance, ça a du sens si ça sert, si c'est utile. En tout cas, le point de vue de notre connaissance, qui est une connaissance en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que ça sert la société, ça sert les gens, ça sert ceux qui apprennent et ceux qui les forment. Donc, évidemment que ça circule le plus possible et le mieux possible. Par contre, il ne faut pas oublier la rigueur et il faut citer les sources, y compris les nôtres. C'est-à-dire que si on dit, on va parler, je ne sais pas moi, d'alignement pédagogique, de différenciation pédagogique, qu'on ne vienne pas voler l'idée, usurper l'idée, se l'approprier sans rendre finalement aux auteurs ce qu'ils ont été, ce qui a permis qu'ils contribuent à la réflexion collective. Mais une fois que c'est dans la réflexion collective, on en discute, voilà, c'est là pour être mis au service de tout le monde en fait. Mais tout en respectant les sources et, je dirais, la paternité, la maternité, ou l'initiative pour que ce soit... faut rendre à César en fait. Quand on est en recherche, il faut toujours rendre à César, y compris si c'est pour s'en démarquer. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une dernière question. Alors, il y a combien déjà de termes? Je ne me rappelle plus. De mémoire, 140 ou 150, un truc comme ça, 145 je crois, ou 145. Un petit peu plus. Ouais. Et dans ces 145 termes et mots, est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus, que vous adorez, que vous aimez, que vous avez une affection particulière? Alors, je vais commencer pour laisser le temps à Baptiste. Moi, c'est inclusion. D'accord. C'est inclusion, c'est... pour nous, en fait, l'objectif, on l'a dit, je pense, dans l'introduction, que l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie de formation, mais en fait, la réflexion globale sur comment on se met au service de gens qui veulent apprendre pour qu'ils apprennent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et au service de leur projet, c'est ça l'inclusion, en fait. C'est que les institutions, les structures, les organisations, l'université, l'école, les lieux de formation se transforment pour accueillir des gens qui n'ont pas les mêmes projets, qui n'ont pas les mêmes acquis, qui n'ont pas les mêmes regards, qui n'ont pas les mêmes façons de faire, mais dans l'objectif qu'ils arrivent tous à réussir ce pourquoi ils se sont engagés avec les gens. Et cette inclusion, je pense qu'aujourd'hui, elle est mise à mal. Que ce soit dans plein de domaines, mais aussi dans plein de pays, y compris des pays dans lesquels jusqu'à présent la question ne se posait pas. Ça concerne des personnes qui ont d'autres empreintes culturelles, qui ont d'autres langues, qui ont peut-être des situations de handicap, qui peuvent avoir des points de vue différents, mais l'idée c'est qu'il y ait une justice sociale, une équité sociale, et que quels que soient les profils de ces personnes-là, quels que soient leurs objectifs, on puisse les aider à réussir. Et l'ingénierie pédagogique, ça n'a pas d'autre vocation que d'aider les personnes à réussir à apprendre et aller au bout de leurs objectifs. Donc pour moi, l'objectif premier de cet ouvrage-là, et le mot que je préfère, c'est vraiment le terme d'inclusion. Merci beaucoup. C'est super. Hein. Tu l'aurais pris. Ouais, j'aurais dit ça. On l'a même écrit en vrai. Alors moi, c'est plutôt sur la sonorité et... que j'ai choisi le mot, c'est littératie numérique. Je trouve que c'est une expression qui est très belle
J'aime vraiment cette expression. Je trouve qu'elle sonne bien. Et quand on sait qu'on a passé tout l'ouvrage à l'oral, eh ben, on a aussi cet aspect-là. La sonorité de nos écrits, elle a un sens. Ouais. À la fin de la liste, il y en avait un paquet quand même que personne ne voulait prendre et que j'ai pris en partie. Et notamment Granularité qui m'a fait beaucoup souffrir. Et en fait, je l'aime bien. Mine de rien, maintenant, j'ai de l'affection pour cette notice parce que elle m'a vraiment... J'ai repoussé les échéances parce que j'arrivais pas à y aller. Et finalement, je l'aime bien. Donc voilà, je l'ajoute en plus. J'en ai 2. Ouais. Merci. C'était un plaisir. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, une dernière chose pour conclure. Pour te remercier, Aristide. Vraiment, merci, c'est chouette. Aristide. Ouais, c'est un chouette moment. Ouais. C'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Et puis, c'est aussi un vrai plaisir de se retrouver avec Baptiste pour parler de cet ouvrage ensemble. Et puis, finalement, on retrouve le plaisir de se remémorer avec une petite nostalgie ces moments qui étaient parfois difficiles jamais entre nous, mais dans la dureté du travail. Mais voilà, merci de nous avoir aussi offert cette possibilité de se souvenir ensemble de ces moments-là. Et moi, je dirais que je peux qu'encourager les personnes qui ont des idées comme ça de production d'ouvrages à y aller, quoi, en fait. C'est vraiment une expérience magnifique et donc certes un peu dure parfois, épuisante certainement, mais c'est super gratifiant, valorisant et c'est des belles aventures, quoi qu'il en soit. Ouais. Novagogie est un podcast collaboratif de CY Alliance, un groupement d'écoles du supérieur d'Île-de-France, avec par exemple Isaeus Sukmeka ou CY Cergy Paris Université. Si cet épisode vous a fait réfléchir, penser, voire même inspirer, n'hésitez pas à venir nous en parler en commentaire sur nos différents posts LinkedIn ou sous la vidéo YouTube. Nous serons ravis d'avoir vos retours et on prendra le temps de vous répondre, car ce podcast se veut comme les prémices d'un échange. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur nos agrégateurs de podcasts. C'est très important pour le référencement. Merci à Alice Mokriki pour le montage et Nicolas Fogel pour le générique. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous dire à bientôt. Ciao les pédagogues.